tout le monde. Premier vendredi du mois, vous savez ce que ça veut dire. C'est l'heure de la revue de presse. Et comme toujours, l'actualité a été intense. Voyons ce que notre bien-aimée équipe de rédaction a à en dire. A pour astronomie. Levons les yeux au ciel avec Yanis qui nous parle de Ariane 6. Le 9 juillet dernier, s'est élevé dans le ciel de Kourou, en Guyane, le lanceur Ariane 6 pour son tout premier vol. La descendante d'Ariane 5, laquelle laisse sa place après 117 lancements entre 1996 et 2023 et seulement 5 échecs, a enfin pu entrer en service avec un vol inaugural. Les fusées Ariane sont des productions européennes dont l'objectif avoué, au-delà de l'aspect commercial, est de garantir à l'Europe une porte vers l'espace. Ariane 6, tout comme sa grande sœur, sert à envoyer du matériel dans l'espace. Il n'est pour l'instant pas vraiment question d'envoyer des gens avec. Avec cette nouvelle réussite, l'objectif est d'avoir un lanceur plus modulaire, plus adaptable, moins coûteux, etc. Bref, de faire une grosse mise à jour de ce qui constitue une des plus grandes réussites de l'histoire spatiale. Alors le 9 juillet au soir, Ariane 6 a allumé son moteur Vulcain 2.1 et ses 2 boosters à carburant solide pour un vol qui s'est déroulé sans encombre. Des petits soucis sur la fin, mais dans l'ensemble une grande réussite, avec toujours ce plaisir étrange de voir 500 tonnes s'élever en quelques secondes dans un vacarme assourdissant. Dans le même temps, les fusées Falcon 9 de SpaceX sont clouées au sol après un échec de lancement de satellites. Si la concurrence est évidente entre SpaceX et Ariane Group, il ne faut jamais en tirer des conséquences directes. L'espace est un monde très compliqué et tout ne se règle pas en carnet de commandes. Pour en savoir plus sur Ariane 6, nous vous recommandons la chaîne Jumpseat et Aerobuzz, qui est une merveille peu connue dans le domaine, et évidemment les grands noms de l'aérospatiale ont aussi des formats explicatifs à vous proposer sur ce qui sera pour toujours un exploit. Toujours en compagnie de Yanis, on se charge en bovis et on retourne à Saraltrof, où Astronogeek a sévi une fois de plus. Les cercles de culture, ou crop circles, ces phénomènes magiques que rien ni personne n'explique, ont de nouveau fait leur apparition en France dans la douce commune de Saraltrof en Moselle. Cette fois-ci, des cœurs sont apparus dans le champ de blé d'un agriculteur. Et comme toujours avec ces apparitions soudaines, personne ne sait qui en est à l'origine. C'est pas moi. C'est pas parce qu'un mec qui me ressemble l'a réalisé en live devant 2500 personnes sur YouTube depuis ma chaîne que ça veut dire que c'est moi. Va vous falloir des preuves un peu plus solides avant de m'accuser. Et les cœurs, c'était pour faire une séance photo avec ma madame. Enfin, si ça avait été moi, mais c'est pas moi. Hein. Et oui, évidemment, c'est encore lui. Astronogeek, vulgarisateur notamment spécialisé en astronomie, remet le couvert. J'ai dit que c'était pas moi. 5 ans après le premier crop qui avait réuni une petite équipe de passionnés dans un champ en pleine nuit et plus de 2 millions de spectateurs sur YouTube pour voir les vidéos à ce sujet, il renouvelle l'expérience. Cette fois-ci filmée de plein jour et en live. La vidéo est évidemment à aller découvrir sur sa chaîne, une belle occasion de regarder à nouveau ce qui avait été fait à l'époque sur la chaîne d'Astronogie, mais aussi de Defecator, d'hygiène mentale et de la tronche en biais pour comprendre l'intérêt de ce type d'action. En attendant, cher Arnaud, nous te souhaitons bonne continuation et amuse-toi bien avec tes complotistes d'amour. S pour société. Et si on vous proposait de pouvoir booster votre intelligence? En tout cas, ça fait rêver Sacha qui nous en parle maintenant. Et si des pilules ou des implants pouvaient augmenter nos capacités cognitives? C'est ce que promettent certaines smart drugs, les nootropes, ou certains dispositifs internes ou externes tels Neuralink. Le hors-série numéro 11 d'Epsilon revient sur ces différentes méthodes pour booster son esprit avec un regard critique. Et nous à la STEC, quand il y a de l'esprit et de la critique, on aime bien. D'après les chercheurs interviewés, et en allant regarder les études scientifiques disponibles, on se rend vite compte que les promesses ne sont que de belles paroles. Les nootropes, ça ne marche pas, et ça peut être même dangereux. Si vous en avez consommé et que vous avez ressenti des effets positifs, c'est donc éventuellement du placebo ou une régression à la moyenne. Les implants fonctionnent sur le principe. Il s'agit pourtant avant tout de traiter des pathologies, notamment en raison des problèmes techniques inhérents au fait de s'implanter des trucs dans le crâne. Les électrodes externes de stimulation semblent plus efficaces, mais les effets observés sont très faibles et avec beaucoup d'effets indésirables, notamment sur la mémoire. Ici encore, on traite avant tout des pathologies. Bref, à l'heure actuelle, Cyberpunk, c'est toujours pour 2077. Et vous? Est-ce que vous savez où il est ce maudit H dans Rhododendron? Moi non plus.
Notre langue est inutilement compliquée. Et Franck Ramu a écrit une excellente tribune sur la question. Sacha nous raconte tout ça. Dans cet article sous forme de tribune, Franck Ramus, chercheur en sciences cognitives et directeur de recherche au CNRS, plaide pour simplifier l'orthographe française, soulignant que ces complexités inutiles entravent l'apprentissage tant du français que du reste. Le rapport du Conseil scientifique de l'éducation nationale intitulé « Rationaliser l'orthographe du français pour mieux l'enseigner » montre que ces difficultés ralentissent la maîtrise de la lecture et de l'écriture comparée à l'Espagne ou à la Finlande et aggravent les problèmes des élèves 10. Franck Ramus critique l'argument selon lequel l'orthographe reflète l'étymologie et l'histoire de la langue, expliquant que d'autres pays ont simplifié leur orthographe sans perdre leur richesse culturelle. Il réfute aussi l'idée que l'orthographe actuelle est nécessaire pour distinguer les homophones ou lire les classiques dans leur forme originale, soulignant que des adaptations ont déjà été faites. Vous n'êtes pas capable de lire du Rabelais dans le texte, et il vous serait difficile de bien comprendre Corneille. Ramus conteste aussi le mythe d'une meilleure maîtrise de l'orthographe autrefois, soulignant que les difficultés ont toujours existé et que la baisse récente est due à un enseignement moins focalisé. Simplifier l'orthographe ne diminuerait pas le niveau scolaire, mais permettrait aux élèves de se concentrer sur des apprentissages plus essentiels. Le chercheur appelle ainsi à une réforme audacieuse pour rendre l'orthographe totalement phonétique, facilitant ainsi son apprentissage et son utilisation. T pour tempo. C'était mieux avant. Ah, c'est toujours une phrase qui précède des choses très intelligentes. En l'occurrence, que penser de la musique actuelle? Vous êtes plutôt Rachma ou Nakamura? Le journal Scientific Reports nous présente un article dont le titre semble alarmant. Les mélodies des chansons sont devenues plus simples depuis 1950. C'est le constat de 2 chercheurs de l'université de la Reine Mary à Londres, Madeleine Hamilton, doctorante en sciences informatiques, et Marcus Pierce, chercheur en sciences cognitives. Ils nous rapportent en effet que les mélodies sont de plus en plus, je cite, répétitives, simples, isochrones et denses. Entendez que s'il y a de plus en plus de notes par seconde, elles offrent peu de variations. Doit-on en conclure que la musique est de plus en plus pauvre, que c'était mieux avant, qu'il y a plus de saison ma bonne dame, et que de toute façon c'est la faute des jeunes? C'est plus compliqué que ça. La mélodie, ce n'est qu'un des nombreux caractères qui fait une musique. Et l'appauvrissement d'un côté signifie bien souvent un enrichissement de l'autre. En l'occurrence, la musique actuelle propose une grande diversité de timbres grâce à la musique électronique, ou encore des possibilités liées au mixage qui n'existaient pas avant. Comme souvent, c'était pas forcément mieux avant, simplement bien différent. E pour esprit critique. Devinez qui a encore fait n'importe quoi? Elon Musk. Alors Yanis, c'est quoi sa dernière invention? Le réseau social X... Oui bon ok, appelons-le Twitter, c'est trop ridicule de l'appeler X. Bref, Twitter connaît quelques soucis. Oui, encore. Après le rachat par Elon Musk, les ennuis se sont accumulés à un rythme qui force le respect tant il est absurde. Le dernier en date, une énième altercation avec la Commission européenne. La Commission travaille depuis des mois pour que Twitter respecte enfin les règles européennes relatives aux différents réseaux sociaux, notamment en matière de transparence, de diffusion de fausses informations et de modération. Pour cela, elle a déclenché une enquête pour non-respect du Digital Services Act, le règlement européen sur les services numériques. Elle a rendu ses conclusions préliminaires le 12 juillet. Il en ressort notamment une attaque virulente contre les coches bleues. Avant le rachat par Musk, la coche bleue indiquait un profil vérifié, quelqu'un dont on connaissait l'identité et qui garantissait notamment la fiabilité de ses propos. C'est une pratique commune sur les réseaux sociaux, et si ça ne garantit pas la vérité d'une information, on a déjà une idée de qui parle. Depuis le rachat de Twitter, c'est simplement le signe de l'achat d'un abonnement premium, ce qui a donné lieu à des abus. Le changement brutal avec les habitudes des utilisateurs a pu conduire à les tromper sur l'authenticité des propos, puisque tout le monde pouvait avoir une coche bleue et potentiellement tromper le public sur leur identité. Le comportement de Twitter est assez inquiétant vis-à-vis de l'esprit critique. C'est un réseau où tout peut devenir très rapidement viral et qui est détenu par quelqu'un ouvertement proche des idées complotistes, de la désinformation et d'un ensemble idéologique qui s'appuie largement sur ces dynamiques. Ces derniers temps, difficile de passer un mois sans aborder la question de l'intelligence artificielle. Peter Barrett, notre débatteur de talent, nous raconte à quel point les IA savent être persuasives.
laisse tomber, t'as perdu. C'est peut-être ce que ChatGPT vous dira la prochaine fois que vous cherchez à débattre avec lui. En effet, des chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne ont publié en préprint une étude qui démontre que ChatGPT est 82% plus persuasif qu'un humain. Alors ça veut dire quoi exactement 82% plus persuasif qu'un humain? Eh bien, imaginez que ChatGPT connaisse vos convictions politiques, votre historique personnel, votre personnalité, tout un tas de choses qu'on peut trouver dans vos données d'activité sur les réseaux sociaux. Sur cette base, ce modèle de langage a de très grandes chances de vous persuader de quelque chose, bien plus qu'un humain, même un humain qui vous connaît bien. Ce résultat paraît impressionnant et en même temps, il n'est pas si étrange que cela. ChatGPT a non seulement un accès quasi illimité à l'information, mais il est aussi nourri des publications scientifiques en psychologie de la persuasion. Tout ceci le rend très performant. Mais attention, qu'est-ce qui est réellement mesuré dans cette étude? La taille des faits est probablement très impressionnante aussi, parce que l'étude se base sur un modèle de simulation de débat. C'est-à-dire qu'aucun participant ne pouvait choisir le bord qu'il défendait en amont. Il n'était donc pas attaché émotionnellement aux convictions défendues. Comparativement, dans une autre étude récente du MIT, on retrouve une taille des faits autour de 20% pour la réduction à long terme de la croyance en théorie du complot. On peut donc imaginer que cette taille des faits est plus probable en conditions réelles que les 82% annoncés. Ceci dit, ça reste impressionnant. Les interventions de persuasion et plus largement les tailles des faits en psychologie sociale sont souvent très petits et devoir dépasser 10% d'efficacité, c'est très prometteur. C'est aussi très inquiétant. On peut tout aussi imaginer utiliser en masse ces technologies pour sortir des personnes du complotisme, d'une dérive sectaire ou d'une radicalisation, qu'on peut imaginer des personnes l'utiliser pour renforcer des croyances dangereuses pour le public et notre démocratie. Attention donc à bien identifier avec qui vous communiquez sur les réseaux. Un bot peut s'avérer très persuasif. C pour climat. C'est chaud, on va pas se mentir. Et ce n'est pas sans poser des problèmes. En effet, de nombreux incendies éclatent un peu partout, notamment au Brésil. Un sujet de Yanis. Nous vous parlions le mois dernier des vagues de chaleur en Inde. Comme chaque été, les effets des changements climatiques se constatent encore et toujours. Aujourd'hui, focus sur le Brésil, qui a enregistré pas loin de 13 500 foyers d'incendie en Amazonie. C'est un record lié à la sécheresse historique que connaît la forêt amazonienne. Les feux de forêt sont une problématique globale, et on se souvient de ceux qui ont pu avoir lieu aux USA, au Canada, en Europe, etc. En Amazonie, la question revêt un aspect particulièrement politique, puisqu'elle croise des enjeux liés à la déforestation. Le gouvernement en place cherche à réduire cette déforestation du fait de l'importance fondamentale de la forêt à l'échelle mondiale en matière d'absorption du CO2. La situation pourrait encore empirer puisque le moment de tension maximale vis-à-vis des feux n'est pas encore passé. Si ce que l'on dit là semble acquis, évidemment c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Voici qui conclut notre revue de presse. Il est maintenant temps de redonner la parole à notre talentueuse voix off, Elodie. Et en ce qui me concerne, eh bien je vous dis à très bientôt pour l'actualité du mois d'août. Un grand merci d'avoir regardé notre 8e revue de presse jusqu'à la fin. Pour soutenir l'Aztec, pensez à liker et commenter cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. Et pour les personnes qui veulent et qui peuvent faire un don, retrouvez le lien Hello Asso en barre de description. On se retrouve en septembre pour la prochaine revue de presse, et dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Yanis nous parlera du tribunal arbitral du sport. Et oui, ce trimestre on parle de sport, des Jeux Olympiques notamment, et vous retrouverez déjà sur la chaîne une vidéo de Sacha sur l'histoire des Jeux, avec un angle original, et des shorts de Gaïs de Geek & Fit. Bon mois d'août à toutes et à tous, on se retrouve à la rentrée. Bye!